La commune d'Adjamé a son hôpital général qui fonctionne à nouveau réhabilité par le programme présidentiel d'urgence. Cet hôpital général a été inauguré hier par le président de la République Alassane Ouattara. La direction des examens et concours du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle vient de livrer les résultats des examens de fin d'année au niveau professionnel. Le taux d'admis est de 71,72%. L'abattoir d'Abidjan-Port-Boué se modernise. Il s'est doté de magasins, de boxes de commercialisation de viande, de buvettes, de restaurants et de banques. Et puis ce mardi matin, le cabinet de sécurité israélien a accepté la proposition de cesser le feu soumise par les autorités égyptiennes, mais la proposition égyptienne a été rejetée par le Hamas. Les bombardements israéliens ont donc repris. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara a procédé hier matin à l'inauguration de l'hôpital général d'Adjamé, réhabilité par le programme présidentiel d'urgence. Le chef de l'État a profité de l'événement pour exposer son ambition de restaurer profondément le système sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Viviane Haïmer. Adjamé a témoigné une fois encore ce lundi son indéfectible attachement à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Adjamé lui avait accordé à l'élection présidentielle de 2010 70% de ses suffrages au premier tour et 75% au second tour. Depuis, les 4 ans de pouvoir de son candidat semblent n'avoir en rien refroidi le soutien des Adjamois et Adjamoises à son endroit. C'est une foule compacte qui est sortie pour saluer l'arrivée du président de la République dans cette commune où il s'est rendu dans la matinée de ce lundi pour poser un acte de grande portée sociale, à savoir l'inauguration de l'hôpital général d'Adjamé. Une infrastructure sanitaire qui va permettre aux populations de la commune, mais également à celles des communes voisines du plateau et d'Atékoubé, de bénéficier d'une large gamme de soins, sans être orienté vers d'autres structures sanitaires. C'est un hôpital de 100 lits avec un personnel soignant qui compte 15 médecins. L'hôpital est bâti sur le site de l'ancien dispensaire d'Adjamé. Si les travaux de construction avaient démarré en 2001 sous l'ancien régime, ils avaient été interrompus grâce au programme présidentiel d'urgence qui a financé la finition des travaux à hauteur de 800 millions et fournit l'équipement pour un montant de 1,2 milliard de francs. Adjamé dispose désormais d'une infrastructure sanitaire à la hauteur de son niveau de commune de grande densité de peuplement. C'est un maire heureux, le maire Youssouf Silla, qui a dit merci au président de la République pour avoir concrétisé un vœu cher aux populations d'Adjamé. Aujourd'hui, je suis comblé. Avec moi, toute la population ici rassemblée pour voir enfin se réaliser en notre présence ce vieux rêve. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est une tautologie aujourd'hui en Côte d'Ivoire que d'affirmer que point n'est besoin de porter des loupes pour voir de loin vos œuvres. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, qui a mené à bien le chantier de finition et d'équipement de cet hôpital général, a remercié à son tour le président de la République pour la priorité qu'il accorde à la santé dans le volet social de son programme de gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la confiance et votre soutien qui ne nous ont jamais fait défaut et qui ont permis de surmonter les difficultés de notre système de santé fortement déstructuré après de si longues années de sous-investissement, mais qui retrouve petit à petit ses marques avec l'adhésion de toutes et de tous. Prenant la parole, le président de la République l'a encore dit ce lundi à Adjamé, la marche de la Côte d'Ivoire à l'émergence d'ici 2020 ne se fera pas au détriment du social. Et pour l'illustrer, il s'est engagé à faire de la Côte d'Ivoire d'ici 2020 une référence au plan sanitaire au niveau de la sous-région, voire de la région ouest africaine. Mon ambition est de restaurer en profondeur le système sanitaire sur l'ensemble du territoire national.
La tâche est immense, mais je peux vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Grâce au financement du PPU, pour un montant global de plus de 12 milliards de francs CFA, 6 hôpitaux généraux ont été réhabilités récemment. Bondougou, Korogo, Bouna, Grand Laou, Grand Bassam et Jacquesville. Et 38 centres de santé et hôpitaux ont été également réhabilités et rééquipés. Le président de la République ne pouvait clore son propos sans faire mention de la grave menace que représente l'épidémie d'Ebola dans la sous-région. Il a lancé aux populations un appel à la vigilance. Je voudrais encourager tous nos compatriotes au respect des mesures de prévention préconisées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Cette question, nous en avons débattu au niveau des chefs d'État de la CEDEAO le 10 juillet dernier à Accra, et je voudrais vous dire que des mesures importantes ont été prises dans plusieurs domaines, y compris pour le financement et pour la protection des populations. Avant de prendre congé des Adjamois, le président de la République a rappelé que l'ouverture de l'hôpital général de cette commune répond à une promesse de campagne. En plus de cet hôpital, il a accédé ce lundi à 2 nouvelles doléances au profit des populations de la commune d'Adjamé, à savoir la réhabilitation de la voirie de la commune et la réhabilitation du HMA, l'hôpital militaire d'Abidjan. Autre information, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était face à la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale hier lundi. Ahmed Bakayoko a présenté et obtenu l'adoption par les députés de 4 projets de loi, tous relatifs à l'administration du territoire. Léon Brou. Éviter les conflits de compétences entre les collectivités territoriales, c'est l'objectif de la nouvelle loi d'orientation générale de l'administration territoriale de l'État. Le projet y afférent, voté ce lundi par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, retient la région et la commune comme collectivité territoriale et le district autonome comme entité territoriale particulière. Ainsi, ce texte crée-t-il 2 districts autonomes, Abidjan et Yamoussoukro, et supprime les 12 autres districts antérieurement créés par l'ordonnance de 2011 portant organisation de l'administration du territoire. La décentralisation, c'est un principe qui veut que l'État central transfère certaines matières à la gouvernance locale, et tout cela doit se faire avec des moyens et en fonction de l'état du pays. Aujourd'hui, nous pensons que la capitale économique, Abidjan, et la capitale politique peuvent être érigés en districts autonomes pour un certain nombre de priorités. Par contre, les 12 autres districts, nous avons décidé de marquer le pas, et si l'État considère qu'il y a un besoin de faire un pôle de développement dans un chef-lieu de région, ce chef-lieu sera érigé en district autonome. Donc on pourrait avoir des districts autonomes, mais cela se fera au cas par cas et en fonction des besoins. Renforcer les capacités en tout genre des régions, communes et districts autonomes pour répondre efficacement aux besoins de développement, d'unité et de cohésion, ce sont entre autres les arguments du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Ils ont valu le vote à l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles qui ont aussi adopté 3 autres projets de loi relatifs toujours à l'administration du territoire. De ces derniers textes, celui portant mode de création, d'attribution, d'organisation et de fonctionnement du district autonome confère au gouverneur de cette entité le rang de ministre. Le président du Conseil constitutionnel, Francis Boudia, a animé une conférence publique à l'Institut polytechnique de Yamoussoukro sur le thème « Rôle et fonctionnement du Conseil constitutionnel dans une démocratie ». Objectif, mieux faire connaître cette institution. Patricia Omouetia. Institut national polytechnique Oufo-Boigny de Yamoussoukro. Amphithéâtre Ange Barry Batesti. Ici, personnel et étudiants sont présents.
L'intérêt, suivre la conférence publique du président du Conseil constitutionnel. Le thème est « Rôle et fonctionnement du Conseil constitutionnel dans une démocratie ». Nous avons depuis quelque temps décidé d'ouvrir les portes du Conseil constitutionnel. J'ai décidé donc de venir vers vous pour vous dire ce qu'est le Conseil constitutionnel, indique le président. Le juge constitutionnel, comme tout juge, en particulier le juge constitutionnel, a un devoir de paix. Travailler dans ce sens. Parce que comme je l'ai indiqué, là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droit. Donc c'est la mission que je m'assigne. Je voudrais pouvoir marcher constamment vers cette fin. L'une des caractéristiques majeures du Conseil constitutionnel, c'est son indépendance, son impartialité et sa neutralité, insiste Francis Vaudier. Selon lui, l'institution exerce des compétences juridictionnelles et consultatives et donne des avis de droit sur la base d'arguments. Le BTS est à son deuxième jour ce mardi. Il y a une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur a sillonné les centres d'examen pour encourager les candidats. Ces examens du BTS prennent fin le 19 juillet prochain. Plus de 54 000 candidats présentent ces épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Deuxième grand titre de cette édition, la direction des examens et concours du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle vient de livrer les résultats des examens de fin d'année. Le taux d'admis est de 71,72% des résultats jugés satisfaisants par les responsables des examens et concours de ce ministère. Emmanuel. 9 admis sur 9, 9 admis sur 9, 9 admis sur 9, 9. Voilà, nous reviendrons sur cet élément certainement avant la fin de cette édition. Les phases finales du Festival des arts et de la culture en milieu scolaire auront lieu à Boaké du 25 juillet au 2 août prochain. L'annonce a été faite par le directeur de la vie scolaire, Nicolas Efemba. C'était au cours d'un point de presse à Mississauga, Franck Wadio. La culture en milieu scolaire FENACMIS déposera ses valises du 25 juillet au 2 août prochain à Boaké. Thème principal, protégeons l'environnement de nos enfants pour un développement durable. 170 groupes représentant plus de 1400 festivaliers du primaire et du secondaire vont concourir notamment en chant choral, conte, théâtre et poésie. Le FENACMIS, c'est l'une des actions prioritaires en matière d'éducation à la citoyenneté selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Il s'agit, à travers le festival, de créer un véritable ancrage entre les activités pédagogiques et les activités pratiques de la vie courante, de proposer à l'enfant une orientation, un choix de vie susceptible d'impacter positivement son comportement respectueux de l'ordre public et de son environnement. Au nombre des innovations, le cinéma, la photographie et la peinture, ainsi que la création d'un commissariat général du festival. Nous avons ouvert le festival à plusieurs disciplines et comme je le disais, pour donner cette opportunité à tous les élèves de participer au festival. Le Festival des arts et de la culture en milieu scolaire est une manière de créer dès le bas âge les conditions de la consolidation de la paix et de l'assainissement de la vie publique, gage d'un développement durable en Côte d'Ivoire. Vacances culture dans la même ville de Boaké emboîtera le pas au FENACMIS et ce, dès le 3 août prochain. Elle est tout à fait autre chose. La direction régionale des eaux et forêts demande organiser une cérémonie de planting d'arbres au collège municipal de Sanguiné, au collège moderne des jeunes filles Dominique Ouattara de Mont. Ce planting d'arbres s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Une école, 5 hectares de forêt initié par le ministère des eaux et forêts. Thérèse Yoboué, commentaire. C'est par le collège municipal de Sanguiné que la cérémonie a débuté. En présence du sous-préfet de la localité, la directrice régionale des eaux et forêts de Mans, colonel Antoinette Doua, a présenté le projet Une école, 5 hectares de forêt. Un projet mené en partenariat
avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Il vise à inculquer le savoir-faire et le savoir-être en matière de forêt aux enfants depuis l'école, afin de faire d'eux des hommes et des femmes éco-citoyens de type nouveau, respectueux de l'environnement. Le sous-préfet de Sanguiné a vivement soutenu cette action, car pour lui, le reboisement est la seule alternative pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Au collège moderne des jeunes filles, Dominique Ouattara Demain, la directrice régionale des eaux et forêts, a encore expliqué l'intérêt de la sauvegarde du patrimoine forestier de la Côte d'Ivoire. Quant au sous-préfet Demain, Claude Djéré, elle a prodigué des conseils aux élèves afin que cette activité de reboisement soit un credo pour une bonne formation pour eux. Les agents des eaux et forêts dans le district d'Abidjan veulent s'assurer du respect de la mesure d'interdiction de manipulation et de consommation de la viande de brousse par les tenanciers de restaurants et leurs clients pour éviter la survenue de la fièvre Ebola. Une opération rigoureuse de contrôle de tous les restaurants du district d'Abidjan est menée depuis quelques jours. Restons avec Thérèse Yoboué. Première escale de cette tournée, Gagnoagar, derrière la gendarmerie, commune d'Abobo. La fouille des différents congélateurs a permis de saisir plusieurs morceaux de viande qui devraient certainement être consommés. La marchandise a été mise sous scellé puis brûlée. Après la saisie, les agents sont passés à la phase de sensibilisation et d'information sur les ravages occasionnés par la fièvre Ebola qui sévit dans certains pays de la sous-région. Des clients ont profité de cette visite des restaurants pour féliciter le ministère des Eaux et Forêts pour son engagement dans la mise en œuvre effective de la mesure d'interdiction, de commercialisation et de consommation de la viande de brousse prise par le gouvernement. Moi, je ne voudrais que vous dire merci pour la sensibilisation. Essayez de dire à la population, convaincre la population que l'Ebola existe réellement. En d'autres, le message du gouvernement semble avoir été entendu. Le gibier ne fait plus partie des menus proposés. Il y a cap, il y a macharon, il y a brochet, il y a capitaine. On a ajouté un peu maintenant du poulet. Les livreurs de viande ne viennent plus. Même la grande place de commercialisation des gibiers du marché Gouro, dans la commune de Yopougon, n'échappe pas à la mesure d'interdiction. Aujourd'hui, les vendeuses de gibier regroupées en société en appellent au soutien du gouvernement pour une aide financière pour leur reconversion. Toutes leurs économies ayant été injectées dans les stocks qui ont été détruits. On n'a plus rien. Ils veulent qu'on arrête la viande. On a arrêté, mais ils n'ont qu'à venir à notre secours parce que nous ne pouvons pas supporter. Ceci témoigne du respect des consignes prônées par le gouvernement à l'égard de la population. Et nous espérons que d'autres sites similaires feront de même. Ils abandonneront cette activité au profit de la santé publique de nos populations. Cette tournée de sensibilisation dans les lieux de commercialisation et de consommation de gibier est le lancement d'une série de visites inopinées qui doit permettre de mettre fin à la circulation de la viande de gibier et ainsi préserver la Côte d'Ivoire d'une éventuelle menace d'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a visité l'espace Boucherie, le nouveau centre commercial moderne de l'abattoir d'Abidjan Port-Boué. Il est doté de magasins, de boxes de commercialisation en gros et en détail de viande, de buvettes, de restaurants et de banques. Coût du projet 1,7 milliard de francs CFA. Fatou Fofana. Moderniser l'abattoir d'Abidjan Port-Boué, en faire un site qui respecte les normes de sécurité et de salubrité, c'est le pari que le district d'Abidjan est en passe de tenir. Après la réhabilitation du marché à bétail en 2012 et du parc à bétail en mai dernier, c'est un centre commercial dénommé Espace Boucherie qui vient de voir le jour. C'est un ensemble de projets à 3 phases. Comme vous l'avez dit, il y avait la phase du marché à bétail. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de boucherie. Et la 3e phase, ce sera la phase de la salle d'abattage. En prélude à la remise officielle de l'ouvrage au Premier ministre, le ministre des Ressources animales et halieutiques est venu se rendre compte du travail abattu. L'abattoir de Port-Boué a été transformé. Ici, il y a tous les espaces. On va vendre de la viande, de bœuf, de mouton, de poulet. On va même vendre du poisson. Je lance un appel à l'endroit de tous les bouchers qu'ils viennent donc s'approprier
ce qui a été fait pour eux et ce sera au bonheur des consommateurs. Une zone de commercialisation de la viande en gros et en détail, une zone de rôtisserie et de consommation de la viande et un espace divers comprenant des magasins, des kiosques et même une banque. Voilà la composition de ce site bientôt ouvert aux commerçants et aux populations. Et pour boucler la boucle, très prochainement, une salle d'abattage avec toutes les commodités modernes à l'abattoir d'Abidjan-Port-Boué. Et nous revenons sur le deuxième grand titre de cette édition. La direction des examens et concours du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle vient de livrer les résultats des examens de fin d'année. Le taux d'admis est de 71,72%. Des résultats jugés satisfaisants par les responsables des examens et concours de ce ministère. Emmanuel 9 169 admis sur 12 785 candidats, soit un taux de réussite de 71,72%. C'est le résultat des examens scolaires de la formation professionnelle session 2014 du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Un résultat jugé satisfaisant par le directeur des examens et concours, même s'il souhaite atteindre un taux de réussite plus élevé les années à venir. Le pourcentage de cette session 2014 est en hausse de 7 points par rapport à celui de 2013. Ce n'est pas encore parfait. L'idéal étant d'atteindre un taux de 80% de réussite à nos examens, notamment par rapport aux normes édictées par l'UNESCO. Les examens session 2014 ont concerné 5 diplômes. Le certificat de qualification professionnelle CQP, le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet de technicien BT et le brevet professionnel BP. Selon Akafou Adse Kazmi, ce résultat est le fruit de la réforme initiée par le ministre d'État Dosso Moussa depuis quelques années et qui est dans sa phase active. Le directeur des examens et concours a profité de l'occasion pour donner le calendrier des concours d'entrée dans les établissements de formation professionnelle. Concours dont les inscriptions ont commencé depuis le 2 juin et qui se poursuivent jusqu'au 31 juillet. Quant aux dates de composition, elles sont prévues du 13 au 14 août et les résultats seront connus le 29 août 2014. Des acteurs politiques du pays ont visité des sites de désarmement à Bondoukou pour se rendre compte du déroulement du processus de désarmement et de démobilisation des ex-combattants. L'initiative est l'autorité pour le désarmement et la démobilisation et la réintégration. Des acteurs politiques issus du PDCI-RDA, du RDR, du FPI et de l'UTPCI, accompagnés des diplomates sur le site de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de Bondoukou. Ils sont venus s'imprégner du déroulement et surtout de l'effectivité de cette opération. Le directeur général de l'ADDR, Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, a expliqué à ses hôtes tout le processus jusqu'à l'insertion de l'ex-combattant dans la vie civile. Fidel Sarasoro a saisi l'occasion pour faire le point des actions déjà menées. Selon lui, le processus a permis la collecte au plan national de 7 395 armes, dont 5 022 fonctionnels marqués et mis à la disposition des forces de l'ordre. À cela s'ajoutent les 7 000 grenades, 455 obus, 742 roquettes et les 570 903 munitions. Toujours selon Fidel Sarasoro, environ 21 000 ex-combattants ont déposé les armes. Il a également fait cas des dispositions mises en place pour faciliter l'insertion des ex-combattants, notamment les centres de resocialisation. Alors que l'année dernière, nous étions à 13%, cette année, comme vous l'avez vu, nous sommes aux alentours de 38% de ceux qui ont commencé à adhérer. Et nous savons que la dynamique que nous avons en ce moment est en train de monter en puissance. Et c'est pour cela, encore une fois, je suis en train de dire, et je l'ai dit, et le ministre l'a répété, il est important que nos leaders au niveau communautaire, nos leaders au niveau politique, nous accompagnent dans ce processus-là parce qu'ils sont écoutés. Des initiatives saluées par les acteurs de la scène politique nationale. C'est l'occasion pour que cette initiative-là soit appuyée et pour que ça ait des résultats. Nous, en tant que parti politique, on ne peut qu'adhérer à cela parce que la paix, et sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. Il faut venir voir pour constater que ça travaille beaucoup. Lorsqu'on entend parler du DDR dans la presse, en général, on se limite au dépôt des armes. C'est un vaste programme qu'il faut encourager. Le tour de ces ateliers nous a permis de comprendre que toutes les questions touchant la vie de l'ex-combattant, la réinsertion de l'ex-combattant ont été prises en compte. C'est ça l'assurance. Maintenant, leur impact, leur efficacité, c'est dans la durée.
Mais déjà, les problématiques telles que posées nous permettent de voir qu'effectivement, on a voulu prendre au sérieux ce problème, parce que c'est un problème très sérieux. Je suis heureux qu'on prenne en compte la dimension politique en nous invitant. Je voudrais encourager donc le gouvernement actuel. À ce jour, ce sont plus de 30 000 ex-combattants qui bénéficient d'une insertion dans les corps paramilitaires et dans la vie civile à travers des activités génératrices de revenus. Toutes choses qui renforcent davantage la lutte contre l'insécurité et la réduction du taux de pauvreté. Et puis cette information, le président français François Hollande arrive en Côte d'Ivoire le 17 juillet prochain pour une visite de travail et d'amitié. La France a célébré hier sa fête nationale. L'événement a été commémoré ici à Abidjan, à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, en présence de plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement ivoirien, la classe politique et des représentants du corps diplomatique. L'ambassadeur Jean Serre a confirmé la visite du président français François Hollande en Côte d'Ivoire le 17 juillet. Sylvie Touré. Nous ne sommes pas sur les Champs-Élysées ce 14 juillet, mais dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur de France. La communauté française vivant en Côte d'Ivoire célèbre sa fête nationale, moment de souvenirs et d'émotion. C'est une fête nationale classique, la prise de la Bastille, début de la Révolution, donc des belles choses. C'est l'histoire de la République française qui a beaucoup souffert. C'était le début de la délivrance, comme on dit, du peuple. Aux côtés de cette communauté, le gouvernement ivoirien, conduit par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des représentants du corps diplomatique, la classe politique ivoirienne, du beau monde, signe de l'étroitesse des relations séculaires entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce 14 juillet, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, est particulier. En effet, ce matin, à l'occasion de la commémoration du centenaire du premier conflit mondial du siècle dernier, le drapeau de la Côte d'Ivoire a défilé sur les Champs-Élysées aux côtés de celui des nombreux pays qui ont participé à cet événement. Il s'agissait de célébrer dignement la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice suprême au nom de la liberté. En plus de l'hommage rendu aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale, l'ambassadeur Georges Serre a levé un coin de voile sur la prochaine visite du président François Hollande en Côte d'Ivoire. Quel meilleur témoignage de l'excellence des relations entre nos deux pays, Monsieur le Premier ministre, que cette importante visite à laquelle participent 46 chefs d'entreprise, mais aussi de nombreuses personnalités civiles et militaires. Le programme de cette visite est dense. Le thème retenu est celui de la vie durable, notion qui nous permet d'évoquer ensemble des problématiques liées à l'environnement, à l'aménagement urbain, à l'amélioration des conditions de vie des populations urbaines. Une visite les 17 et 18 juillet prochains pour échauffer davantage à l'axe Yamoussoukro-Abidjan et exprimer la volonté des deux pays de faire route ensemble. Au Mali, un soldat français a été tué dans le nord du pays lors d'une patrouille de l'armée française. Cela porte à 9 le nombre de soldats français tués depuis le déclenchement de la crise malienne. Ce mardi matin, le cabinet de sécurité israélien a accepté la proposition de cessez-le-feu soumise par les autorités égyptiennes, mais la proposition égyptienne a été rejetée par le Hamas. Les bombardements israéliens ont donc repris. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.